Les archives dossier numéro 2. Les disparus du phare d'Elean Mor, partie 1. Le phare qui ne répondait plus. Je suis Elias, gardien des archives. Chaque dossier raconte une histoire. Certains refusent encore de livrer leur vérité. Ouvrons celui-ci. Dans la grande salle des archives, tout est silencieux. Les étagères montent si haut qu'elles semblent disparaître dans l'ombre. Des milliers de boîtes dorment derrière des vitres poussiéreuses. Sur chacune, un nom, une date, un lieu, et parfois, une question. Elias avance lentement entre les rangées. Dans sa main, sa lanterne projette une lumière chaude sur les dossiers anciens. La flamme tremble, comme si elle reconnaissait déjà l'histoire qui va être ouverte. Au fond de la salle, une armoire noire l'attend. Elle n'a pas de serrure, seulement une plaque de cuivre ternie. Dossier numéro 2. Écosse 1900. État non résolu. Elias pose 2 doigts sur la plaque. Un déclic se fait entendre. L'armoire s'ouvre seule. À l'intérieur, il n'y a qu'une boîte. Une boîte longue, sombre, abîmée par le sel. Sur le couvercle, quelques mots sont gravés. Le phare d'Elean Mor. Elias reste immobile. Puis il murmure. 3 hommes sont entrés dans ce phare. Aucun n'en est ressorti. La boîte s'ouvre. Une rafale de vent froid traverse la salle. La flamme de la lanterne vacille, et les archives changent. Les murs disparaissent. Les étagères s'effacent dans la brume. À leur place apparaît la mer. Une mer noire, violente, déchaînée. Nous sommes au large de l'Écosse, en décembre 1900. Devant nous se dresse une île isolée, Elean Mor, un rocher perdu dans l'Atlantique. Aucune maison, aucun arbre, aucun village. Seulement des falaises, des oiseaux, du vent et un phare. Un phare haut, blanc, battu par les vagues. Son rôle est simple, guider les navires, sauver des vies, empêcher les marins de venir se briser sur les rochers. Mais ce soir-là, quelque chose ne va pas. Au loin, un navire approche. Le Hesperus. Il avance difficilement sur une mer agitée. À son bord, les hommes scrutent l'île. Ils devraient voir la lumière du phare. Mais la lumière ne tourne pas. La lanterne reste sombre. Le capitaine fronce les sourcils. Un phare qui s'éteint, ce n'est pas un détail, c'est un avertissement. Le Hesperus continue sa route. Impossible d'accoster immédiatement. La mer est trop mauvaise. Mais l'information remonte. Le phare d'Elean Mor ne répond plus. Quelques jours plus tard, un autre bateau reçoit l'ordre de vérifier. Son nom, le Hesperus également, chargé cette fois de ravitaillement et de relève. À son bord se trouve un homme important pour notre dossier. Joseph Mor, gardien de phare lui aussi. Il connaît les lieux, il connaît les règles. Il connaît surtout les 3 hommes qui se trouvent normalement dans ce phare. James Ducas, Thomas Marshall, Donald MacArthur. 3 gardiens expérimentés. 3 hommes habitués à l'isolement, aux tempêtes, aux nuits interminables face à la mer. Quand Joseph Mor aperçoit enfin Elean Mor, il ressent quelque chose d'étrange. Le phare est là, immobile, mais il semble vide. Aucun signal, aucun drapeau, aucun homme sur la plateforme, aucune silhouette à la porte. Le bateau lance sa corne. Le son résonne contre les falaises. Personne ne répond. On tire une fusée de signalisation. Une lumière éclate dans le ciel gris. Toujours rien. Elias, debout sur le pont, observe la scène comme un témoin invisible. Il regarde Joseph Mor. Il voit son visage se fermer. Il connaît cette expression. Celle d'un homme qui comprend que quelque chose a déjà eu lieu, mais qui ne sait pas encore quoi. Le bateau ne peut pas s'approcher facilement. Les vagues frappent les rochers. L'île semble repousser les hommes. Enfin, une embarcation est mise à l'eau. Joseph Mor descend. La petite barque monte et descend au rythme des vagues. Chaque mètre vers l'île paraît difficile. Chaque choc contre l'eau ressemble à un avertissement. Quand Mor pose enfin le pied sur Elean Mor, le vent l'enveloppe aussitôt. Il monte les marches vers le phare. Tout est trop calme. Pas calme comme un lieu paisible. Calme comme un lieu abandonné trop vite. La porte d'entrée est fermée. Pas forcée. Pas brisée. Fermée. Mor frappe. Ducas? Le vent répond à sa place. Il ouvre. À l'intérieur, le silence est plus lourd encore. La première chose qu'il remarque, c'est l'absence. Pas une absence normale. Une absence brutale. Comme si la vie venait d'être retirée d'un seul coup. Dans la cuisine, un repas semble avoir été interrompu. Une chaise est renversée. Une horloge s'est arrêtée. Les lits ne sont pas occupés. Les manteaux imperméables ne sont pas tous à leur place. Et surtout, il n'y a personne. Aucun corps. Aucune trace de lutte. Aucun message clair. 3 hommes ont disparu. Elias avance dans la pièce. Sa lanterne éclaire la table, les murs, les objets. Il ne touche à rien. Pas encore. Dans les archives, chaque détail a un poids. Un manteau oublié peut devenir un indice. Une chaise renversée peut devenir une question. Un silence peut devenir une preuve. Elias s'approche du registre du phare. Le journal de bord. Chaque gardien devait y noter les événements, la météo, les incidents, les observations.
Il ouvre les pages. L'encre semble encore sombre. Les derniers mots attirent son regard. Tempête violente, vent terrible, mer furieuse. Elias lève les yeux vers les fenêtres. Dehors, l'océan continue de frapper la falaise. Mais une question apparaît immédiatement. Si une tempête a emporté les hommes, pourquoi le phare semble-t-il avoir été quitté de l'intérieur? Pourquoi aucun appel à l'aide? Pourquoi 3 gardiens expérimentés auraient-ils quitté leur poste ensemble? Dans un phare, il y a des règles. Une des plus importantes est simple. On ne laisse jamais la lumière sans surveillance. Pas tous en même temps. Jamais. Elias referme lentement le journal. Puis il murmure. Ce dossier ne commence pas avec une disparition. Il commence avec une impossibilité. La scène se fige. L'image du phare devient plus sombre. Le vent baisse d'un ton. Et dans les archives, une première fiche apparaît devant Elias. Fiche numéro 1. Fait établi. Le phare était éteint question. Depuis combien de temps? Elias prend la fiche. Puis une deuxième tombe sur la table. Fiche numéro 2 fait établi. Les 3 gardiens ont disparu. Sont-ils sortis volontairement? Une troisième fiche glisse hors du dossier. Fiche numéro 3 fait établi. Aucun corps n'a été retrouvé. Question. La mer a-t-elle tout emporté? Elias reste silencieux. Puis il regarde vers l'escalier du phare. Là, hutte se trouve la lanterne. En bas, la cuisine. Dehors, les falaises. Quelque part entre ces 3 lieux, la vérité a peut-être laissé une trace. La première hypothèse semble évidente. La mer. Sur Éléan-Mort, les vagues peuvent être monstrueuses. Elles montent contre les rochers, frappent les plateformes, arrachent ce qui n'est pas solidement fixé. Un homme surpris au mauvais endroit peut disparaître en quelques secondes. Mais 3 hommes, en même temps? Et pourquoi auraient-ils tous quitté le bâtiment? Elias sort du phare. Le vent siffle autour de lui. Il descend vers la zone d'accostage. Des dégâts sont visibles. Des cordages déplacés. Des équipements arrachés. Des traces de violence laissées par l'océan. Oui, la mer a frappé. Oui, une tempête a pu passer. Mais les archives ne se contentent jamais d'une réponse facile. Elias s'accroupit près d'un crochet métallique tordu. Il observe, puis il tourne la tête vers le phare. Si l'un des hommes est sorti réparer quelque chose, dit-il doucement, un deuxième a pu venir l'aider. Il marque une pause. Mais le troisième, la question reste suspendue. Car dans cette histoire, c'est souvent le troisième homme qui dérange. Un gardien devait rester à l'intérieur. Un gardien devait surveiller la lumière. Un gardien devait respecter la règle. Alors pourquoi le phare était-il vide? La brume monte autour de l'île. Pendant un instant, Elias croit entendre une voix. Un appel lointain. Peut être le vent. Peut être la mer. Peut être seulement la mémoire du dossier. Il se retourne. Personne. Mais la porte du phare, derrière lui, grince lentement, comme si quelqu'un venait de l'ouvrir. Elias remonte. Dans la cuisine, la chaise renversée est toujours là. Elle semble plus importante maintenant. Pourquoi cette chaise est-elle tombée? Un départ précipité? Une panique? Une dispute? Ou simplement le hasard? Elias approche la lanterne du dossier posé sur la table. Une enveloppe scellée apparaît entre les pages. Elle n'était pas là avant. C'est ainsi que fonctionnent les archives. Elles ne donnent jamais tout immédiatement. Elles attendent que l'enquêteur pose la bonne question. Elias ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une phrase. Une seule. Ils avaient peur avant de disparaître. Elias ne bouge plus. Cette phrase change tout. Car si les gardiens avaient seulement été emportés par une vague, pourquoi parler de peur? Peur de la tempête? Peur de la mer? Peur de quelque chose vu sur l'île? Ou peur d'un danger que le journal de bord n'a pas su expliquer? La lanterne tremble. La pièce s'assombrit. Puis une voix grave semble sortir des murs du phare. Pas une voix humaine. Une voix d'archive. Dernières entrées du journal, Elias lève la tête. Les pages du registre se tournent seules. Une date apparaît. 12 décembre 1900. Puis une autre. 13 décembre. Puis une autre. 15 décembre. Les mots sont inquiétants. Tempête. Vent violent. Mer jamais vue ainsi. Et une phrase qui glace le sang. Ducas est silencieux. Marshall pleure. MacArthur prie. Elias ferme les yeux. 3 hommes isolés. Un phare battu par la tempête. Un journal qui parle de peur. Puis plus rien. Le dernier message semble simple. Trop simple. La tempête est terminée. Mer calme. Dieu est au-dessus de tout. Elias rouvre les yeux. Mer calme. Il regarde dehors. L'océan gronde toujours. Mais dans le dossier, au moment de la dernière note, la tempête serait passée. Alors pourquoi disparaître après? Pourquoi quitter le phare quand le danger semble terminé? Pourquoi 3 hommes auraient-ils abandonné la lumière une fois la mer redevenue calme? Elias pose la main sur le journal. La flamme de sa lanterne devient bleue. Une nouvelle inscription apparaît sur la couverture du dossier. Les dernières notes sont-elles fiables? Elias comprend. Ce dossier ne demande pas seulement ce qui est arrivé aux hommes. Il demande aussi ce que l'on peut croire. Le journal dit-il la vérité? A-t-il été mal interprété?
A-t-il été modifié? Ou certaines phrases n'ont-elles jamais existé ailleurs que dans la légende? Le phare d'Elian Mor n'est pas seulement une disparition, c'est un piège. Un piège de brouillard, de rumeurs, de détails fragiles et de récits répétés pendant plus d'un siècle. Elias se tourne vers la caméra. Son visage est éclairé par la lanterne. Pour ouvrir ce dossier, il faudra séparer les faits des légendes. Ce qui a été vu, ce qui a été écrit, ce qui a été inventé, et ce que la mer a refusé de rendre. Derrière lui, un bruit sourd résonne dans le phare, comme un pas, puis un deuxième. Elias se retourne brusquement. L'escalier est vide, mais tout en haut, dans la salle de la lanterne, une lumière s'allume, une lumière blanche, faible, impossible. Le phare reprend vie, alors qu'il ne devrait y avoir personne. Elias serre le dossier contre lui. La voix des archives murmure une dernière phrase. 3 hommes ont disparu, mais quelqu'un a peut-être laissé la lumière allumée. La caméra recule lentement. Le phare d'Elian Mor se dresse dans la nuit. La mer frappe les rochers. Le vent hurle, et dans la lanterne, une silhouette semble passer. Très vite, presque invisible. Elias monte la première marche, puis la deuxième. L'enquête commence vraiment. Chapitre 2. Les indices mentent parfois. La lumière disparaît. En un battement de paupières, la salle de la lanterne redevient noire. Elias s'immobilise sur les marches. Il ne court jamais. Dans les archives, la précipitation fait souvent manquer le détail qui change tout. Le silence retombe, puis il atteint enfin le sommet du phare. La grande lentille de Fresnel occupe presque toute la pièce. Le mécanisme est immobile. Aucun combustible ne brûle. Aucun gardien ne l'entretient. Pourtant, quelques secondes plus tôt, une lumière était bien apparue. Elias approche sa lanterne. La poussière est intacte. Personne ne semble avoir marché ici depuis longtemps. Il s'accroupit. Une fine couche de sel recouvre le plancher. Puis il remarque quelque chose. Une empreinte. Pas une empreinte de chaussure. Une trace laissée par un objet lourd que l'on aurait déplacé de quelques centimètres. Il suit cette marque. Elle s'arrête contre le mécanisme de rotation de la lampe. « Quelqu'un a touché cet appareil », murmure-t-il. « Ou quelque chose. » Une nouvelle fiche tombe du dossier. Fiche numéro 4. Fait établi. Le mécanisme a été manipulé. Question par qui? Elias referme lentement la boîte contenant cette fiche. Puis il descend vers la pièce principale. Il est temps d'examiner les preuves une à une. Dans beaucoup de documentaires, les hypothèses arrivent immédiatement. Pas ici. Dans les archives, on commence toujours par les faits. Et les faits sont parfois moins nombreux qu'on le croit. Premier fait. Les 3 gardiens présents sur l'île étaient James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur. James Ducat est le gardien principal. Rigoureux, respecté, très expérimenté. Thomas Marshall est son second. Calme, méthodique, ancien marin. Donald MacArthur est le remplaçant. Contrairement aux 2 autres, il n'est pas gardien permanent. Ancien marin lui aussi, il est connu pour son caractère plus impulsif. Dans plusieurs témoignages de l'époque, on le décrit comme un homme courageux, mais parfois emporté. Elias ferme le dossier personnel de chacun. 3 profils différents, 3 tempéraments, 3 hommes habitués pourtant aux tempêtes de l'Atlantique. Deuxième fait. Lorsque Joseph Moore entre dans le phare, plusieurs objets attirent son attention. La table est dressée. La cuisine semble avoir été utilisée récemment. Une chaise est renversée. Mais surtout, 2 cirés seulement sont absents. Le 3e est toujours accroché. Elias relève immédiatement la tête. Voilà un détail essentiel. Si les 3 hommes sont sortis sous une tempête, pourquoi l'un d'eux aurait-il quitté le phare sans son lourd manteau imperméable? Personne ne fait cela. Encore moins un gardien expérimenté. Une nouvelle fiche apparaît. Fiche numéro 5. Un ciré est resté à l'intérieur. Cette simple phrase fait vaciller la théorie la plus évidente. Si un homme est sorti précipitamment sans protection, alors quelque chose l'a forcé. Ou bien, il n'avait jamais prévu de sortir. 3e fait. L'horloge est arrêtée. Pendant des années, certains auteurs ont affirmé qu'elle indiquait précisément l'heure de la disparition. Elias secoue doucement la tête. Puis il prend une feuille plus récente. Voilà comment naissent les légendes. Aucun rapport officiel ne précise l'heure affichée. Cette histoire apparaît bien plus tard. Elle est répétée dans des livres, puis dans d'autres livres, puis sur Internet, jusqu'à devenir une vérité, alors qu'aucun document officiel ne la confirme. Elias écrit lentement sur une fiche. Attention, les archives distinguent toujours les faits, les témoignages, les reconstructions, les légendes. Ne jamais les mélanger. Il ouvre maintenant le registre officiel de l'enquête menée en 1901. L'écriture est précise, sobre, sans effet dramatique. Les enquêteurs constatent uniquement ce qu'ils voient. Pas davantage. C'est souvent frustrant, mais c'est aussi ce qui rend ce dossier si solide. Pendant plus d'un siècle, des dizaines d'auteurs ajouteront des détails inquiétants. Des cris, des fantômes, des objets déplacés, des repas encore chauds, des montres arrêtées, des fenêtres ouvertes. Pourtant, une grande partie de ces éléments n'apparaît nulle part dans les documents d'origine.
Elias ferme le registre. Voilà pourquoi cette enquête est difficile. Ce n'est pas seulement un mystère, c'est un mystère recouvert d'autres mystères. Il retourne vers la cuisine. La chaise renversée. Voilà encore un détail. Existe-t-elle vraiment dans les rapports? Il consulte rapidement plusieurs copies. Les versions ne racontent pas exactement la même chose. Certaines mentionnent simplement une cuisine en désordre. D'autres parlent d'une chaise renversée. D'autres encore n'en parlent pas du tout. Elias laisse la chaise où elle est. Puis il murmure. Si un indice n'est pas certain, je refuse de bâtir toute une théorie dessus. Le dossier semble presque approuvé. Une nouvelle fiche apparaît. Règle des archives. Un détail répété 100 fois n'est pas forcément vrai. Le vent recommence à souffler autour du phare. Au loin, les vagues explosent contre les falaises. Elias sort. Cette fois, il veut comprendre la géographie des lieux. Il marche jusqu'au débarcadère. Le chemin est étroit, escarpé. À gauche, la falaise plonge directement dans l'océan. À droite, les rochers sont noirs, polis par des siècles de tempête. Puis, il aperçoit une plateforme de manutention. C'est ici que les gardiens récupèrent les caisses de ravitaillement. Des cordages permettent de hisser les charges depuis les bateaux. Tout paraît logique. Jusqu'à ce qu'Elias découvre les rapports de l'époque. Un énorme coffre de plusieurs dizaines de kilos aurait été déplacé. Des rambardes métalliques sont tordus. Des cordages arrachés. Les dégâts sont impressionnants. Il regarde la falaise. Même aujourd'hui, les vagues montent très haut. Alors, en pleine tempête, elles pouvaient devenir gigantesques. Une hypothèse prend forme. L'un des gardiens descend inspecter les dégâts. Une vague arrive. Il est emporté. Le deuxième descend pour l'aider. Même sort. Le troisième quitte alors le phare, malgré le règlement. Il tente un dernier secours. Et disparaît à son tour. Cette théorie paraît solide. Très solide. Elle est d'ailleurs celle retenue officiellement pendant de nombreuses années. Mais Elias ne referme pas le dossier. Parce qu'une question reste entière. Pourquoi quitter la sécurité du phare pendant une tempête d'une telle violence? Ces hommes connaissaient parfaitement la mer. Ils savaient attendre. Ils savaient que certaines interventions pouvaient coûter une vie. Alors pourquoi prendre un tel risque? Le gardien des archives ferme les yeux. Il imagine la scène, le vent, les vagues, les cordages qui claquent, un coffre qui menace de tomber, des réparations urgentes. Puis soudain, une urgence plus grande encore. Quelque chose qui oblige à sortir immédiatement. Une urgence suffisamment grave pour faire oublier le règlement. Elias ouvre les yeux. Voilà ce qui manque. Le déclencheur. Sans lui, la théorie reste incomplète. Une nouvelle fiche tombe lentement. Question centrale. Qu'est-ce qui a poussé les trois gardiens à quitter le phare? Le silence revient. Puis un bruit métallique résonne dehors. Comme si une chaîne venait de frapper contre la roche. Elias tourne lentement la tête. Personne. Seulement le vent. Ou peut-être pas. Il s'avance jusqu'au bord de la falaise. En contrebas, les vagues s'écrasent avec une violence incroyable. Et pendant une fraction de seconde, il croit apercevoir une silhouette debout sur la plateforme inférieure. Un homme, immobile, le visage tourné vers la mer. Elias descend quelques marches. La silhouette disparaît. Il arrive sur la plateforme. Elle est vide. Seul un vieux crochet métallique oscille encore sous l'effet du vent, comme si quelqu'un venait juste de le toucher. Elias pose doucement la main dessus. Le métal est glacé. Puis la voix des archives murmure derrière lui. Les preuves racontent une histoire. Les hommes en racontent souvent une autre. Elias se retourne. Personne. Mais une nouvelle enveloppe est apparue sur le sol. Elle porte simplement ces mots. Dossier complémentaire. Les dernières écritures, Elias la ramasse. Il comprend immédiatement ce qui vient ensuite. Le journal de bord, ses phrases les plus célèbres, ses incohérences, et surtout, la question que presque personne ne se pose. Les gardiens ont-ils réellement écrit ce que tout le monde leur attribue? Il relève lentement les yeux vers le phare. Si le journal ment, alors toute l'enquête devra recommencer. La caméra s'élève au-dessus de l'île. Le phare paraît minuscule au milieu de l'Atlantique. La mer l'encercle. Le brouillard revient. Et dans la brume, 3 silhouettes semblent observer Elias avant de disparaître avec la prochaine vague. Chapitre 3. Le journal qui a trompé le monde. Le brouillard engloutit une nouvelle fois le phare. Quand il se dissipe, Elias se trouve de nouveau dans la salle principale. Devant lui, le journal de bord repose sur la table. À côté, une seconde pile de documents est apparue. Des rapports officiels, des copies de journaux, des livres publiés plusieurs décennies après les faits. Des centaines de pages racontant la même histoire, ou plutôt, des histoires différentes. Elias allume une seconde lampe. 2 lumières, 2 versions, une seule vérité. Il ouvre le journal. Depuis plus d'un siècle, presque tous les récits citent les mêmes phrases. Les vents sont comme je n'en ai jamais vu depuis 20 ans. Ducas est très silencieux. MacArthur pleure. Nous prions tous. Puis enfin, la tempête est passée. Dieu est au-dessus de tout. Ces lignes sont célèbres. On les retrouve dans d'innombrables livres,
documentaires, podcasts et vidéos. Elles donnent l'impression de pénétrer dans les pensées des 3 gardiens juste avant leur disparition. Elles rendent l'affaire profondément humaine, trop humaine. Elias referme lentement le cahier, puis il ouvre le rapport officiel. Il tourne les pages. Encore. Son doigt s'arrête. Le registre original n'est plus là. Il n'a jamais été conservé. Un silence envahit la pièce. Elias relève les yeux. Voilà le premier piège. Le document le plus important de toute cette affaire n'existe plus. Tout ce que nous croyons connaître provient de copies, de citations ou de récits publiés des années après les événements. Une nouvelle fiche apparaît. Fiche numéro 6. Le journal original a disparu. Q-session. Peut-on encore lui faire confiance car Elias ouvre maintenant un ouvrage publié plusieurs décennies après le drame. L'auteur raconte les derniers jours des gardiens avec une précision étonnante. Des émotions, des dialogues, des descriptions du vent, des prières. Mais lorsque Elias compare chaque phrase avec les rapports officiels, certaines disparaissent, d'autres changent complètement. Quelques-unes semblent avoir été inventées. Il prend un crayon rouge, une ligne, puis une deuxième, puis une troisième. Bientôt, presque toute la page est barrée. C'est ainsi que les légendes se fabriquent. Un auteur ajoute un détail, le suivant le reprend, puis un troisième affirme qu'il est authentique. Quelques années plus tard, personne ne se souvient que ce détail n'existait pas au départ. Elias saisit une autre feuille. Cette fois, il s'agit du rapport de Robert Muirhead, l'inspecteur chargé de l'enquête officielle. Contrairement au récit populaire, son ton est froid, méthodique. Il ne parle pas de fantômes, ni de malédictions, ni de créatures marines. Il observe simplement les dégâts, les cordages, les rambardes, les vêtements, les installations. Puis il conclut prudemment. La mer reste l'explication la plus probable, pas certaine, probable. Cette nuance est essentielle. Les archives la soulignent aussitôt. Fiche numéro 7. Conclusion officielle. La vague géante est une hypothèse, pas une certitude. Elias s'approche de la fenêtre. Les vagues frappent toujours les falaises. L'une d'elles explose si haut que des embruns atteignent presque le phare. Il imagine leur puissance pendant une véritable tempête hivernale. Des murs d'eau de plusieurs dizaines de mètres. Des tonnes d'eau projetées contre la roche. Assez pour tordre du métal. Assez pour arracher des caisses. Assez pour emporter un homme. Mais, encore une fois, pourquoi 3 ? Cette question revient sans cesse, comme une aiguille d'une boussole. Elle pointe toujours vers le même endroit. Elias redescend vers la plateforme de manutention. Le vent souffle plus fort. Le crochet métallique oscille. Il s'agenouille devant les traces laissées par les anciennes fixations. Puis il ouvre un plan technique du phare. Les plateformes sont situées très bas, presque au niveau de la mer. Pendant certaines tempêtes, elles deviennent extrêmement dangereuses. L'explication paraît crédible, mais quelque chose attire son attention. Le chemin entre le phare et la plateforme. Il est relativement long. Un homme emporté par une vague. Cela peut arriver. 2 hommes, c'est déjà beaucoup moins probable. 3. Cela signifie que le 3e aurait quitté volontairement la sécurité du phare, même après avoir vu les 2 premiers disparaître. Elias reste silencieux. Il essaye d'imaginer cette décision. Elle lui semble presque impossible. À moins que les 2 premiers n'aient pas disparu sous ses yeux. Alors le 3e ignore encore le danger. Cette possibilité change toute la chronologie. Une nouvelle fiche apparaît. Question. Les 3 gardiens sont-ils sortis ensemble ou séparément? La salle des archives tremble légèrement. Les dossiers autour d'Elias commencent à glisser lentement hors des étagères, comme si d'autres affaires voulaient attirer son attention. Il les ignore. Un seul dossier compte aujourd'hui, le numéro 2. Une vieille photographie apparaît sur la table. Le phare. Ces 3 gardiens. Ils regardent l'objectif. Personne ne sourit vraiment. L'époque ne s'y prête pas. Elias observe longuement leur visage. James Ducat, le responsable. Thomas Marshall, le méthodique. Donald MacArthur, le remplaçant. 3 hommes ordinaires, pas des aventuriers, pas des chasseurs de fantômes, simplement des gardiens de phare. Et pourtant, 125 ans plus tard, le monde entier parle encore d'eux, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils ont disparu. Le gardien des archives retourne la photographie. Au dos, une phrase est apparue. Elle n'était pas là quelques secondes auparavant. Ce que tout le monde répète n'est pas forcément arrivé. Elias esquisse un léger sourire. Les archives viennent encore de lui rappeler leur première règle. Ne jamais aimer une théorie plus que les preuves. Il range soigneusement les documents. Puis ouvre une petite boîte en bois oubliée au fond du dossier. À l'intérieur, 3 objets. Une montre, une pipe, une clé. Ils appartenaient aux gardiens. Aucun n'explique leur disparition. Mais tous rappellent une évidence. Ces hommes ont existé. Ils avaient une famille, des habitudes, une vie. Le mystère ne doit jamais faire oublier les êtres humains. Elias referme délicatement la boîte. Les archives ne cherchent pas à fabriquer des légendes.
Elle cherche à retrouver des personnes. Le vent s'apaise quelques instants. Le phare semble respirer. Puis un bruit monte de l'escalier. Des pas, lents, réguliers. Quelqu'un monte. Elias saisit sa lanterne. Les marches grincent. Une ombre apparaît. Elle s'éteint juste avant d'atteindre la lumière. Impossible de distinguer son visage. La silhouette lève lentement une main, puis disparaît, comme absorbée par les pierres. À sa place reste une nouvelle enveloppe. Cette fois, l'écriture est différente, plus ancienne, presque effacée. On peut encore lire. Les théories oubliées, Elias la prend sans l'ouvrir. Il sait déjà ce qu'elle contient. Les hypothèses dont tout le monde parle. Les pirates, les espions, les contrebandiers, les monstres marins, les oiseaux géants, les créatures du folklore écossais. Certaines sont fascinantes, d'autres totalement impossibles. Mais chacune révèle quelque chose. Pas forcément sur la disparition. Souvent, sur notre besoin de trouver une explication. Elias souffle doucement la flamme de la seconde lampe. La pièce replonge dans une demi-obscurité. Les preuves sont presque terminées. À partir de maintenant, nous allons entrer dans le territoire des hypothèses. Et c'est souvent là que les archives deviennent les plus dangereuses. Au même instant, un grondement résonne sous le phare. Comme si une immense vague venait de frapper la falaise. Toute la tour tremble. La lanterne d'Elias vacille. Puis, pendant une seconde à peine, 3 silhouettes apparaissent derrière les vitres de la salle, immobiles, face à la mer. Quand Elias se retourne, il n'y a plus personne, seulement l'océan, toujours l'océan, et un dossier qui refuse encore de livrer sa vérité. Chapitre 4. Les théories qui ont envahi les archives. Le grondement s'éloigne. Le phare cesse de trembler. Les 3 silhouettes ont disparu. Elias reste immobile quelques secondes. Il ne cherche pas à les poursuivre. Dans les archives, certaines apparitions ne sont pas des preuves. Elles sont des souvenirs ou des avertissements. Il dépose la nouvelle enveloppe sur la table. Le cachet de cire se brise presque tout seul. À l'intérieur, plusieurs fiches tombent lentement. Toutes portent le même titre. Théorie non confirmée, Elias les aligne avec soin. Lorsqu'une affaire reste sans réponse, explique-t-il, l'imagination finit toujours par combler le silence. Il prend la première fiche. Hypothèse numéro 1. Les pirates, depuis plus d'un siècle, certains racontent qu'un navire clandestin aurait abordé l'île. Des contrebandiers, des pillards, des criminels. Les 3 gardiens auraient surpris une opération secrète. Ils auraient été éliminés pour ne laisser aucun témoin. L'idée est séduisante. Elle ressemble à un roman. Mais Elias ouvre aussitôt le rapport officiel. Aucune trace d'un autre navire. Aucun signe de combat. Aucune arme. Aucun objet volé. Rien. Il repose calmement la fiche. Une théorie peut être passionnante. Sans être appuyée par la moindre preuve, une marque rouge apparaît sur la fiche. Aucun élément matériel. Elle disparaît dans le dossier. Deuxième fiche. Hypothèse numéro 2. Une dispute entre les gardiens Donald MacArthur possédait un tempérament plus impulsif. Certains auteurs ont imaginé une altercation, une bagarre, un accident, puis une tentative pour cacher les faits. Mais là encore, les archives résistent. Aucun meuble détruit, aucune trace de violence, aucune blessure, aucun indice. Seulement une disparition. Nous savons que 3 hommes ont disparu, dit Elias. Nous ne savons pas qu'ils se sont battus. Confondre les deux serait une erreur. La deuxième fiche disparaît à son tour. Troisième fiche. Hypothèse numéro 3. Les espions. Au fil des décennies, certains ont imaginé que les gardiens auraient surpris une opération militaire secrète. Des agents étrangers, des documents, une élimination discrète. L'idée est spectaculaire, mais complètement dépourvue de preuves. Elias sourit légèrement. Lorsqu'un mystère dure longtemps, on finit toujours par lui prêter des espions. Il range la fiche. Puis viennent les histoires les plus célèbres. Des oiseaux géants, des monstres marins, des créatures venues des profondeurs, des êtres invisibles vivant dans le brouillard. Elias ouvre un ancien recueil de légendes écossaises. Les habitants des Hébrides racontaient depuis des siècles que certaines îles étaient habitées par des présences anciennes, des esprits, des êtres que l'on ne devait pas déranger. Les gardiens connaissaient certainement ces récits. Mais une croyance n'est pas une preuve. Les archives ne jugent pas les traditions. Elles les séparent simplement des faits. Une nouvelle fiche apparaît. Les légendes expliquent les peurs. Les preuves expliquent les événements. Les deux ne racontent pas toujours la même histoire. Elias referme le livre. Il regarde une dernière fois la mer. Puis il parle presque à voix basse. Pourtant, il reste quelque chose d'étrange. Pas un monstre, pas un fantôme. Autre chose, il retourne au journal de bord, au rapport météorologique, aux cartes marines, et il remarque enfin ce qui lui échappait. Toutes les tempêtes évoquées ne semblent pas correspondre parfaitement aux relevés météorologiques connus autour de l'île. Les documents ne racontent pas exactement la même météo. Certaines divergences sont faibles, d'autres beaucoup plus importantes. Pourquoi ?
Erreur de copie, confusion de date, souvenir imprécis ou simple conséquence des archives incomplètes. Encore une fois, impossible d'être catégorique. Mais une certitude apparaît. Le dossier est beaucoup moins solide que ce que racontent les livres. Le gardien des archives déplie maintenant une immense carte des Hébrides. Des dizaines d'îles, des récifs, des courants, des zones où la mer change brutalement de direction. Il suit du doigt les lignes tracées par les navigateurs, puis s'arrête sur Elian Mor. Cette île est isolée, très isolée. Pendant plusieurs jours, personne ne pouvait savoir ce qui s'y passait réellement. Cette simple réalité explique pourquoi autant de récits différents ont pu naître. Le silence de l'île a laissé de la place à l'imagination. Une nouvelle boîte apparaît sur la table, plus petite que les précédentes. Sur son couvercle est inscrit « Objet retrouvé Elias Louvre ». À l'intérieur, un morceau de corde usé, un mousqueton déformé, une fixation métallique. Des objets ordinaires, pourtant. Il raconte peu, être davantage que toutes les légendes réunies. Il prend la corde, elle est effilochée, pas coupée, arrachée. Le mousqueton est tordu, comme sous une force immense. Il repose chaque pièce à sa place. Voilà ce que la mer laisse derrière elle. Pas des histoires, du métal tordu, des fibres déchirées, des traces physiques. Les archives semblent approuver. Une nouvelle fiche glisse lentement hors du dossier. La mer n'a pas besoin de mystère pour être mortelle. Mais Elias ne ferme toujours pas le dossier, parce qu'une question continue de le poursuivre. Si la théorie officielle est la bonne, pourquoi ce mystère fascine-t-il encore autant? Pourquoi tant de personnes refusent-elles d'accepter l'explication la plus simple? Il connaît déjà la réponse, parce que l'explication officielle répond au comment, pas au pourquoi. Pourquoi les trois hommes étaient-ils dehors? Pourquoi tous ensemble? Pourquoi aucun n'est revenu? Pourquoi personne n'a laissé un dernier mot? Ces questions restent ouvertes. Et c'est dans cet espace que naissent toutes les légendes. Le phare grince doucement. Le vent est tombé. La mer semble soudain presque calme. Elias monte lentement jusqu'à la salle de la lanterne. Il regarde l'horizon. L'océan est immense. Aucune terre visible. Seulement de l'eau. Partout. Il comprend alors ce que les trois gardiens voyaient chaque jour. La solitude. Une solitude absolue. Des semaines entières coupées du monde. Le vent comme seule compagnie. La mer comme seul voisin. Cette vie pouvait transformer la moindre inquiétude, le moindre bruit, la moindre lumière étrange, sans pour autant faire intervenir le surnaturel. Les archives ajoutent silencieusement une dernière fiche. L'isolement modifie parfois la perception. Pas la réalité, la perception. Cette nuance est capitale. Au moment où Elias referme la boîte des théories, quelqu'un frappe 3 coups contre la porte du phare. Lentement. 3 coups parfaitement espacés. Il se retourne. Personne ne devrait pouvoir se trouver sur cette île. Il ouvre la porte. Le vent entre aussitôt. Dehors. Il n'y a personne. Seulement une vieille lampe tempête déposée sur le seuil. Elle est éteinte, mais encore tiède. Elias la ramasse. Sous la poignée est attachée une étiquette. Quelques mots seulement. Dernière pièce du dossier, il lève les yeux vers l'horizon, puis vers les archives qui semblent réapparaître derrière le brouillard. Il sait que l'enquête touche à sa fin. Il reste une seule étape. Assembler tous les faits, écarter définitivement les légendes, et décider si ce dossier mérite encore son tampon, non résolu, ou si, 125 ans plus tard, les archives peuvent enfin accepter une réponse. La lanterne d'Elias s'allume d'elle-même. Sa lumière éclaire la couverture du dossier. Une dernière inscription apparaît lentement. Elias inspire profondément. Il est temps de refermer, ou de laisser ce dossier ouvert pour toujours. Chapitre 5. Le verdict des archives. Le phare est redevenu silencieux. Le vent souffle encore autour de la tour, mais il ne hurle plus, comme si l'île attendait, elle aussi, la conclusion de l'enquête. Elias dépose la lampe retrouvée sur la grande table des archives. Autour de lui, toutes les fiches accumulées durant l'enquête s'élèvent lentement dans les airs. Elles tournent en cercle, puis viennent se placer devant lui, une à une. Fait établi. Le phare était éteint. Fait établi. Les 3 gardiens ont disparu. Fait établi. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Fait établi. Des dégâts importants étaient visibles près de la zone de manutention. En fait établi, une partie des récits populaires ne figure pas dans les documents officiels. Les autres fiches restent vierges, parce qu'elles contiennent uniquement des questions. Elias les observe longtemps, puis il prend la première. Les archives ne cherchent pas l'histoire la plus spectaculaire. Il la repose. Elles cherchent l'histoire la plus solide. Il saisit ensuite la fiche consacrée aux vagues. Pendant plus d'1 siècle, cette hypothèse a été discutée. Aujourd'hui encore, elle reste celle qui s'appuie sur le plus grand nombre d'éléments matériels. Les dégâts observés. La violence connue des tempêtes dans cette région. La configuration extrêmement dangereuse de la plateforme. Les objets arrachés. Les cordages détruits. Tout cela pointe vers une même direction. La mer. Mais Elias ne tamponne toujours pas le dossier. Parce qu'un enquêteur honnête doit aussi reconnaître ce qu'il ignore. Il écrit alors lui-même une nouvelle fiche.
Ce que nous ignorons, pourquoi les 3 hommes se sont-ils retrouvés dehors? Pourquoi aucun n'est revenu? Pourquoi personne n'a laissé d'explication? Pourquoi les derniers instants restent-ils impossibles à reconstituer? Il laisse sécher l'encre, puis relève les yeux. Voilà la différence entre une enquête et une légende. Une légende remplit les vides. Une enquête accepte qu'il existe. Les archives commencent lentement à reprendre leur apparence habituelle. Les falaises disparaissent. La mer s'efface. Les embruns deviennent poussière. Le phare retourne peu à peu dans son dossier. Comme s'il n'avait jamais quitté sa boîte, Elias referme soigneusement le registre. Puis il récupère les nombreuses théories étudiées durant l'enquête. Les pirates, les espions, les monstres, les créatures du folklore, les disparitions surnaturelles. Sans un mot, il les dépose dans un compartiment différent. Un compartiment portant une simple inscription, récit. Puis il place les rapports officiels dans un autre. Preuve. 2 compartiments. 2 façons de raconter la même histoire. Elias passe lentement sa main sur les 2 étiquettes. Les récits font vivre les mystères. Les preuves permettent de les comprendre. Les archives ont besoin des 2, mais elles ne les mélangent jamais. La boîte du dossier se referme presque toute seule. Il ne reste plus qu'une seule opération. Sur la grande table repose un lourd tampon de métal. Celui que chaque gardien des archives utilise lorsqu'une enquête est terminée. Elias le prend. Il hésite. Longuement. Le silence devient presque pesant. Puis il frappe le couvercle. Non résolu. Le bruit résonne dans toute la salle. L'encre rouge apparaît lentement. Pourquoi? Parce que les archives ne peuvent pas affirmer ce qu'elles ne savent pas. L'hypothèse de la vague géante demeure la plus crédible. Mais elle ne répond pas à toutes les questions. Et tant qu'une partie de la vérité manque, le dossier reste ouvert. Elias replace soigneusement la boîte dans l'armoire noire. La porte se referme. Le déclic métallique retentit une dernière fois. Le dossier numéro 2 disparaît dans l'obscurité. Mais avant que l'armoire ne soit complètement fermée, quelque chose attire son attention. Un petit papier dépasse légèrement d'un autre dossier. Il n'était pas là quelques secondes auparavant. Elias le retire. Une seule ligne y est écrite. Dossier numéro 3. Il fixe le papier quelques instants. Un très léger sourire apparaît. Les archives viennent déjà de choisir la prochaine enquête. Il glisse le billet dans sa poche, puis il reprend sa lanterne. La salle est redevenue parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé. Il s'avance vers la sortie. Avant de disparaître dans l'obscurité, il s'arrête une dernière fois. Il se tourne vers nous. Certains dossiers finissent par livrer leur vérité. Il marque une pause. D'autres attendent encore que quelqu'un pose enfin la bonne question. Il baisse doucement la lanterne. L'obscurité envahit progressivement les archives. Enfin, la voix d'Elias résonne une dernière fois. Refermons ce dossier.